Bien, bonjour à vous tous. Là, je suis là pour vous parler de mon expérience personnelle, mais sachez que mon expérience personnelle, c'est l'expérience d'un enfant, puisque lorsque j'étais arrêté, j'avais 9 ans, et lorsque j'ai été libéré, j'avais 12 ans. Comment avez-vous vécu les lois antisémites, et notamment celle de Vichy? Alors, les lois antisémites, il y en a eu de différentes manières. Il y a eu par exemple l'interdiction aux juifs de pratiquer des professions libérales, c'est-à-dire que tous les médecins, les avocats, les dentistes, les pharmaciens, les juifs n'avaient plus le droit de les pratiquer. De même, tous les juifs devaient aller à la préfecture de police se déclarer en tant que juifs, et sur leur carte d'identité, on leur mettait un tampon juif. Et puis il y avait une loi qui m'a perturbé personnellement, c'est le fait que nous avions l'obligation de porter sur tous nos vêtements une étoile, un petit bout de tissu jaune sur lequel il était marqué juif, et j'ai beaucoup souffert d'avoir à porter cette étoile. Lorsque j'avais mon étoile à la récréation, ils étaient tous autour de moi en train de se moquer, et ça m'a beaucoup fait souffrir. C'était une souffrance morale, mais c'était déjà un début de souffrance que nous allions connaître un peu plus tard. Lors de votre arrestation le 15 juillet 1942, aviez-vous une idée de ce qui allait vous arriver à Mon Drancy ? arrestation, je vais vous la raconter. C'était le 15 juillet 1942, la veille de la rafle du Veldiv qui avait lieu à Paris. Moi, j'habitais en province avec mes parents. Et ce soir-là, à 8h, on était à table, ma mère et moi. Et là, on a entendu un camion qui rentrait dans cette rue et qui s'est arrêté devant notre porte. Et dès qu'on a ouvert, ils se sont engouffrés dans notre appartement. Et la première chose qu'ils ont demandé à ma mère, où est Monsieur Peraya ? Ma mère, qui savait pertinemment où il était, a commencé par dire je ne sais pas, parce qu'elle se doutait bien qu'on ne lui voulait pas forcément du bien. Et l'officier allemand ne s'est pas démonté, qui parlait français, a dit à ma mère, vous allez aller chercher votre mari, je vous donne un quart d'heure. Si dans un quart d'heure, vous n'êtes pas de retour, l'enfant c'était moi, l'enfant que vous voyez là, vous ne le reverrez pas, car nous partirons et nous l'amènerons avec nous. Elle a été le chercher et je suis resté seul pendant un quart d'heure avec ces soldats allemands qui parlaient entre eux. Et j'étais terrorisé parce que j'avais l'impression d'avoir affaire à des gens, ils étaient très grands. Et moi j'étais assis encore à table, je baissais les yeux, j'avais peur même de les regarder. Mais moins d'un quart d'heure après, ma mère et mon père sont revenus et ils ont dit à mes parents, c'est un contrôle d'identité, on vous amène avec nous, vous, mais aussi votre femme et votre enfant, et dans 48 heures, vous serez de nouveau chez vous. Donc on a pris très peu d'affaires personnelles, comme ils nous l'ont conseillé, et petit à petit, ce camion s'est rempli de toutes les familles juives de Saint-Nazaire qui ont été arrêtées ce jour-là dans cette rafle, et ça a été le début de notre internement. Le surlendemain de notre arrestation, alors qu'on devait être libéré, on nous a transférés à Angers. Il y a eu un officier allemand qui parlait français, qui a pris la parole et qui nous a dit « Vous êtes réunis par famille, à partir de maintenant, vous allez vous séparer. Les hommes vont aller d'un côté, les femmes vont aller d'un autre côté, et les femmes et les enfants vont rester sur place, là où elles sont. » Mon père m'a pris dans ses bras, m'a fait donc des recommandations de rester près de ma mère, de la protéger, le cas échéant, et il m'a regardé profondément dans les yeux. C'était un regard dont je me rappelle encore, ou peut-être pensait-il que c'était la dernière fois que nous nous voyions. Et ce fut effectivement la dernière fois que nous nous sommes vus, puisque ça a été un des rares convois qui sont partis de province, et ce convoi est arrivé à Auschwitz. Il y avait environ 850 personnes dans ce convoi, que seulement 15 personnes étaient rescapées de ce convoi. Toutes les autres personnes, dont mon père, sont morts à Auschwitz. Lorsque vous étiez à Drancy jusqu'en mai 1944, quelles étaient les conditions dans lesquelles vous étiez interné ? Vous êtes à Drancy, dans un camp de concentration. Il y avait beaucoup de monde à Drancy, mais dès qu'il y avait 1000 personnes déportables,
eh bien, ils partaient dans un convoi. Il y a eu environ 80 convois qui sont partis de Drancy. Et il y avait des catégories à Drancy qui étaient des catégories privilégiées. Il y avait d'abord les demi-juifs, c'est-à-dire les gens qui étaient nés d'un père catholique et d'une mère juive, ou d'un père juif et d'une mère catholique. Il y avait également les conjoints d'Ariens, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui étaient mariés avec un catholique. Ces gens-là, dans un premier temps, ne partaient pas en déportation. Il y avait également les citoyens italiens, les citoyens espagnols, les citoyens roumains, les citoyens hongrois, enfin toutes les nations qui étaient alliées des Allemands pendant la guerre n'étaient pas déportables. Et il y avait une autre catégorie qui était les femmes de prisonniers de guerre. Et nous, quand nous sommes arrivés à Drancy, ma mère et moi, on ne faisait partie aucune de ces catégories-là, et on devait donc, a priori, partir par le prochain convoi de déportation. Tout le monde essayait d'échapper à la déportation. Et on a rencontré donc un cousin de ma mère qui, lui, était marié avec une femme catholique et qui a été voir une femme de prisonnier de guerre et qui lui a demandé à cette femme de prisonnier de guerre de raconter en détail la vie de son mari, c'est-à-dire où il a été mobilisé, quel était le numéro de son régiment, où il avait fait la guerre, où il a été fait prisonnier. Et ma mère a appris par cœur ce que racontait cette femme de prisonnier et a fait croire aux Allemands que notre père, mon père, était prisonnier de guerre. Et les Allemands l'ont cru. Et grâce à ce stratagème, on a été enlevé des listes de gens qui partaient en déportation et on a été mis avec les femmes de prisonniers et on est resté ici à Drancy grâce à ça pendant 20 mois. 20 mois après, ils nous ont déportés à Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, pour vous le situer, c'était près de Hanovre et c'est là où il y avait Anne Frank. Un convoi de déportation, les Allemands préparaient un train de wagons à bestiaux. Des wagons à bestiaux, ce sont des wagons qui habituellement sont destinés à transporter du bétail. Donc, il n'y a pas de fenêtre, on voyage dans l'obscurité, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table. On mettait dans ces wagons environ 80 personnes. L'hiver, il n'y avait pas de chauffage, bien sûr, donc il faisait très froid. Et l'été, au contraire, il n'y avait que 2 petites bouches d'aération de chaque côté du wagon. Et donc, c'était étouffant et il y faisait très chaud. Il y avait, au point de vue hygiène, à chaque extrémité du wagon, un seau hygiénique. Inutile de vous dire dans quelles conditions d'hygiène se passait ce voyage. Et c'était un camp, non pas d'extermination, il n'y avait pas de chambre à gaz, et ça a été notre chance, c'était un camp de travail, un camp de concentration. Et donc, on est resté dans ce camp pendant 1 an environ, et là, les souffrances ont été terribles. Ma plus grande souffrance, ça n'a pas été la faim, ça a été le froid. Tous les jours, à Bergen-Belsen, il y avait ce qu'on appelle l'appel. Et il se trouve que l'hiver 44-45 a été un hiver très rigoureux. On a eu des températures à Bergen-Belsen de l'ordre de moins 15 et moins 20 degrés. Et quand on est mal couvert, quand on est mal nourri, et qu'on reste pendant des heures immobile, sous la pluie, sous la neige, dans la boue, mal habillé, mal chaussé, j'avais l'impression que la moelle dans mes os se figeait tellement j'avais froid. Les membres se raidisaient. Et il fallait rester au garde à vous pendant des heures en attendant que les Allemands daignent venir nous compter. Et quand les Allemands enfin se décidaient à venir nous compter, si pour une raison ou pour une autre vous bougiez ou vous faisiez quelque chose qui semblait leur déplaire, ils vous tiraient des rangs et ils vous donnaient des coups de matraque, des coups de bottes, des coups de pied, et ils vous laissaient pour mort par terre. Et ça faisait partie de notre quotidien de voir tous ces morts alignés par terre. Et puis de ces souffrances qui nous étaient causées par la faim, par le froid, par la peur, par les coups, et des conditions de vie exécrables qui avaient pour résultat de nous déshumaniser. On n'était plus vraiment des êtres vivants,
On n'avait plus de nom, on avait un numéro de matricule. Et puis, on n'avait plus de sens moral. Il y a eu des scènes de cannibalisme à Bergen-Belsen. Il y avait des déportés qui avaient tellement faim, qui allaient sur les cadavres, qui leur ouvraient le diaphragme, qui sortaient le foie et le mangeaient. Pour arriver à ces extrémités-là de sauvagerie, il ne faut plus être vraiment des hommes. Et on n'était plus vraiment des êtres humains. On n'avait aucune nouvelle. On était complètement dans l'ignorance de ce qui se passait. Et bien, le débarquement, on n'a pas su qu'il a eu lieu. On était dans le fin fond de l'Allemagne, complètement isolés, sans aucune nouvelle de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Donc les gens mouraient, et pourtant les Français en général étaient en liberté et en liesse et recommençaient à trouver une vie normale. Est-ce que l'afflux des rescapés des marches de la mort vous a permis d'appréhender une libération future? On a vu arriver, nous, à Bergen-Belsen, en janvier 1945, les rescapés des gens qui avaient fait la marche de la mort. Et on a pu, à travers les barbelés, discuter avec ces gens-là. Et c'est là où on a appris l'existence d'une chambre à gaz à Auschwitz. Mais jusque-là, jusqu'en janvier 1945, bien qu'on était dans un camp de concentration, on ne savait pas qu'il y avait l'extermination par les chambres à gaz. On leur disait, vous avez voyagé pendant 3 jours et 3 nuits, vous n'avez pas pris de douche, vous allez aller prendre une douche. On les amenait dans une baraque où ils devaient se déshabiller et qui communiquait avec cette baraque. Il y avait une salle où on les entassait et lorsqu'ils rentraient dans la salle, ils voyaient effectivement au plafond des pommeaux de douche et lorsque tout le monde était rentré, on fermait hermétiquement les portes. Mais il y avait aussi au plafond des ouvertures et des soldats allemands en haut envoyaient un gaz qu'on a appelé le Zyklon B. C'était des petits granulés de bleu qui avaient été étudiés dans des usines chimiques allemandes et au contact de l'air, ces petits granulés dégageaient une fumée asphyxiante, car ils n'étaient pas dans une salle de douche, mais ils étaient dans une chambre à gaz. Et les gens se rendaient compte qu'ils n'étaient pas là pour se laver, mais qu'ils étaient là pour mourir. Je vous demande d'imaginer ce qui se passait dans la tête des femmes qui étaient là avec leurs enfants. Les petits granulés bleus de Zyklon B tombaient par terre et dégageaient une fumée, et les premiers qui étaient importunés par cette fumée, c'étaient les enfants. Et ces mères voyaient leurs enfants tousser, voyaient leurs enfants défaillir, voyaient leurs enfants s'évanouir et ne pouvaient rien faire pour les aider. C'était la panique. Tout le monde criait, tout le monde se ruait vers les portes pour pouvoir essayer de sortir par là où ils étaient rentrés. Ça durait environ un quart d'heure, une demi-heure. Et lorsqu'il n'y avait plus aucun cri, de l'autre côté, par la porte où ils étaient rentrés, une porte coulissait, et là, il y avait des déportés, des Sonderkommando, qui étaient affectés à sortir les cadavres, encore chauds, à leur raser les cheveux, car avec les cheveux, les Allemands faisaient des matières textiles. Ils ouvraient la bouche des adultes pour voir s'il n'y avait pas des dents en or, parce que l'or les intéressait aussi. Et lorsque toutes ces opérations étaient faites, il y avait des petits wagonnets à proximité où on mettait les cadavres et ils allaient directement vers le four crématoire à quelques pas de là. Et 3 heures ou 4 heures après leur arrivée sur la rampe d'Auschwitz, ils sortaient enfumés dans la grande cheminée des fours crématoires d'Auschwitz. Voilà le sort qui était réservé aux Juifs uniquement parce qu'ils étaient nés juifs. Ils n'avaient fait aucun délit. Et il y a eu 6 millions de Juifs qui sont morts pendant la Shoah uniquement parce qu'ils étaient nés juifs. Nous, à Bergen-Belsen, on mourait aussi, mais on mourait soit de maladie, soit de faim, soit de conditions de vie qui étaient exécrables. Jusque-là, on avait l'espoir d'être un jour libérés, mais à partir du moment où on a vu qu'on exterminait les gens par des chambres à gaz, on a compris, même moi enfant, on a compris qu'on n'était pas là pour être libéré un jour.
certains gardaient l'espoir. Moi, par exemple, tant que j'étais à Bergen-Belsen, je faisais des projets d'avenir. Je disais quand je serai grand, je disais quand je serai libéré, je gardais l'espoir. Parce que vous savez, quand on n'a pas l'espoir, quand on n'a pas envie de vivre, quand on renonce à la vie, on meurt très rapidement. Et certains, comme moi, en étant enfant, je gardais l'espoir d'une libération un jour. Ça n'a pas duré, car, comme je vous l'ai dit, on était des otages pour les Allemands. Et les otages, ils voulaient les préserver, ils voulaient les utiliser. Et donc, ils ont décidé de transporter ces otages dans un camp qui s'appelait Theresienstadt et qui était en Tchécoslovaquie. Et on nous a entassés dans des trains de wagons à bestiaux. On a appelé ce train le train fantôme car il n'était pas prioritaire. Il circulait sur les voies allemandes, mais il y avait les transports de troupes, les transports de munitions qui étaient prioritaires par rapport à notre train. Il a erré là pendant 15 jours, 3 semaines. Et dans ce train, on était sans manger et sans boire. On était dans le train, dans ce wagon à bestiaux, on essayait de dormir, ma mère et moi. Et ma mère, à un moment, a bougé. Elle a gêné la personne qui était à côté. C'était un Hollandais qui était près d'elle. Quand ma mère l'a réveillé par inadvertance, qu'a fait ce Hollandais? Il n'a rien trouvé de mieux que de battre ma mère et de la rouer de coups. Et moi, j'étais près de ma mère, j'entendais ma mère qui pleurait, j'entendais ma mère qui criait. Mais j'étais dans un état de faiblesse, je couvais le typhus. J'étais désespéré d'entendre ma mère qui pleurait. J'étais désespéré de ne pas pouvoir lui apporter de secours, de ne pouvoir rien faire. Le train était arrêté, ma mère pleurait. Je lui ai dit, viens, on va descendre. On est descendu sur le ballast. Je me suis allongé par terre. Ma mère pleurait et moi, j'en pouvais plus. J'étais désespéré, j'avais plus envie. Et j'ai dit à maman, laisse-moi là, je veux mourir, j'en ai assez de vivre dans ces conditions. Si vivre, c'est souffrir, si demain ce sera un autre aujourd'hui, je préfère arrêter tout de suite de vivre. Ma mère pleurait, elle me disait non, il faut que tu résistes encore. Et maman m'a dit la seule chose qui pouvait me faire résister, elle m'a dit si tu m'aimes, tu vas rentrer avec moi dans le wagon et on va continuer à essayer de résister. On a été libérés en avril 1945, c'est-à-dire presque un an après le débarquement et la libération de Paris. C'était des soldats qui allaient libérer Berlin. Et quand ils ont vu ce train de fantômes ambulants, de cadavres, quand ils ont vu l'état de délabrement dans lequel nous étions, ils ont été un peu affolés. D'abord, ils ont eu peur qu'on les contamine, qu'on contamine leurs troupes. Alors, ils ne savaient pas quoi faire de nous. On était à côté d'un village qui s'appelait Trobitz. Ils nous ont dit, allez vous installer dans ce village. Et on a trouvé donc des maisons vides où on s'est installé, on a trouvé de la nourriture, où on s'est jeté affamé sur cette nourriture. Il y a des gens qui, avec ces nourritures trop riches pour un organisme trop faible, sont morts d'avoir trop mangé. Et le 29 juin 1945, on a été rapatriés. Et les Français, eux aussi, pensaient qu'on pouvait contaminer les gens, donc avaient réquisitionné l'hôtel Lutetia à Paris pour accueillir les déportés, leur faire passer une visite médicale. Et puis pour les autres, ceux qui n'étaient pas malades, on leur donnait une veste, un pantalon, une paire de chaussures et 100 francs et on les lançait dans la nature. Les gens n'étaient pas prêts à nous accueillir. Les gens en avaient marre de la guerre. Ça a été une période très difficile parce que on n'est pas comme les autres. On a un passé. Et ce n'est pas l'habitude d'un enfant d'avoir un passé. Et on n'était pas en état vraiment de résister à cette nouvelle vie après 3 ans d'internement. Et la réinsertion a été très longue et difficile. Et on a eu du mal à se reconstruire et à retrouver une vie normale. Voilà un peu quel a été notre parcours entre le jour de notre arrestation et le jour de notre libération.
Auriez-vous un mot à me faire parvenir pour les générations futures? Il faut lutter contre toute cette nouvelle montée du racisme et de l'antisémitisme. Nous avons été obligés d'essayer d'oublier, et pendant 40 ans après notre libération, on n'a pas pu parler. Et comme je ne pouvais pas parler, j'essaye de rattraper le temps perdu de ces 40 ans où je n'ai pas parlé et où je n'ai pas transmis aux jeunes générations ce devoir de mémoire que je devais transmettre. Eh bien, maintenant, j'essaye de rattraper le temps perdu et je témoigne le plus souvent possible. On dit que l'homme est capable du meilleur comme du pire. Mais on peut dire que là où il est le meilleur, c'est dans le pire.